doctrine de l'AMF en matière extra-financière. On a donc 40 minutes ensemble. Je vais vous présenter le programme des réjouissances. Je suis maintenant bien aguerri à la technique du webinaire. Et donc, voilà, je me présente. Je suis donc Emmanuel Delaville. Je suis fondateur d'Etifinance. Pas mal d'entre vous, j'ai vu, connaissent évidemment notre maison. Ce qui est moins connu, c'est peut-être Kivalio, mais j'y reviendrai dans quelques secondes. Voilà le programme. Quelques mots sur Etifinance Kivalio pour aller vite parler du contexte dans lequel nous sommes, foisonnant, vous verrez. Ensuite, on abordera les grands principes qu'épouse la doctrine extra-financière et on reprendra les piliers de cette doctrine, à savoir les objectifs mesurables attendus auprès des fonds, le niveau d'analyse extra-financière que l'on attend là aussi de la part des maisons de gestion. Ensuite, un pilier clé, qu'est-ce que je peux communiquer en tant que gérant sur ma démarche extra-financière? Voilà, et je finirai sur quelques recommandations que j'ai choisies parmi les 10 recommandations de l'AMF. Cela devrait nous amener donc à midi et ensuite on aura 10 minutes de Q&A qui seront administrées. J'ai l'aide donc d'Enrica Bruna avec moi. Et donc, je vous invite à ce petit voyage dans l'extra-financier et au sein de nos autorités et ce qu'elles préconisent. Alors, Etifinance, vous connaissez, c'est une agence spécialisée dans l'évaluation extra-financière, mais pas que. On accompagne beaucoup de maisons, j'en veux pour preuve ici quelques images, de clients fidèles, voilà, des gérants d'actifs qui ont fait appel à nos services tant en conseil, parce qu'on accompagne les sociétés de gestion dans leur réflexion, dans leur stratégie, dans la création de fonds, dans aussi la compréhension de ce qui se trame en Europe ou de ce qui se trame demain avec l'ensemble des règlements et des directives. Voilà, donc on fait, c'est vrai, du conseil en ESG, en extra-financier, mais on est connu pour de l'évaluation extra-financière. Et on a rejoint la nouvelle, ce que vous ne savez pas, ou peu peut-être d'entre vous, c'est qu'en juillet, on a accueilli, vous voyez, Andromède, qui est le nouvel actionnaire majoritaire de notre groupe Kivalio, qui marche sur 2 jambes, une jambe crédit financière, une vingtaine de personnes, essentiellement basées à Lyon, et puis tout ce qui est extra-financier, tout ce qui est ESG, analyse ou conseil, 20-25 personnes. Voilà, on a un petit groupe de moins de 50 personnes et on veut être la réponse européenne indépendante d'un one-stop shop pour tout ce qui est financier, extra-financier, indépendant en Europe. Voilà. Ça étant dit, clarifié, j'arrive tout de suite à ce contexte assez fabuleux. Je vous avoue, j'en aurais rêvé il y a 10-15 ans quand on a commencé avec les quelques pionniers. Jamais je pensais aujourd'hui faire un webinaire. D'abord sans vous voir, c'est très frustrant. Donc j'ai aucun retour, j'ai pas de visage, j'ai pas de sourire, j'ai pas de mécontentement. Donc c'est assez, c'est pas facile. Je pensais pas que je ferais ça un jour dans un contexte de Covid et en plus dans un contexte aussi fort. Enfin, il y a une pluie de tout ce qui concerne l'ESG. Alors, je vous ai mis 2 constats que j'ai retenus juste avant ce week-end. L'étude Novetic qui parle du nombre de fonds labellisés au 30 juin, on parlait de 358 fonds. Vous voyez, 2 mois plus tard, fin août, on en est à 508. C'est vous dire donc la croissance, la demande en termes de label ISR. Voilà. Autre chiffre, doublement du nombre de signataires des PRI en 4 ans. 1500 signataires dans le monde, 3038 aujourd'hui. Donc, ce qui était
une infime minorité il y a 10 ans, c'est aujourd'hui, plus personne dans la finance ne va pouvoir faire sans parler d'extra-financier, puisque le monde dans lequel on est plus complexe et il faudra de l'ESG. Je retiens dans ce slide aussi une veille publicitaire de l'AMF. 20% des pubs sur les produits financiers quand même parlent de finances durables ou de thématiques de finances durables. Et énormément d'acronymes, de concepts, d'acceptions, voilà, qui fait que on peut comprendre que vos clients, retail ou institutionnels, soient un peu perdus. Et c'est le lien que je ferai avec les objectifs de la doctrine. C'est que face à une telle offre, il y a besoin d'une plus grande lisibilité de cette offre. Voilà. Donc, l'objectif d'une doctrine pour l'AMF, c'est faciliter la lecture de l'offre, voilà, afin qu'elle soit claire, je vous ai mis exacte et non trompeuse. Il faut arrêter, je pense qu'on est tous d'accord si vous êtes connectés ce matin, voilà, on préfère encourager les meilleures pratiques et essayer d'éviter le green ou le ESG washing. Alors, cette doctrine, elle concerne, vous voyez, ce matin, je vais parler uniquement, la doctrine concerne surtout les OPC de droit français et aussi ceux de droit étranger qui sont passeportés et qui sont vendus en France. Voilà. Mais cette doctrine concerne avant tout les gérants en valeur mobilière cotée. Voilà ce qu'on peut concernant le scope. Alors, en calendrier, je ne vais pas vous cacher que c'est assez ambitieux, c'est chaud. Hein. On a évidemment aujourd'hui, si vous demandiez ou faites une demande pour faire agréer un de vos fonds, c'est ce que je vais essayer d'expliquer clairement, s'applique dès maintenant. Pour tout le stock de produits existants, on a jusqu'au 30 novembre, hein, c'est-à-dire 2 mois, pour faire évoluer la dénomination du fonds, le nom du fonds ou la documentation commerciale ou le DC. Voilà. Pour le prospectus, on a un délai jusqu'au 10 mars 2021. Alors, la doctrine, et on va rentrer tout de suite, donc, elle est le fruit, il faut savoir, elle est le fruit de, c'est pas l'AMF qui a pondu ça tout seul, il y a eu plusieurs parties prenantes associées à cette discussion, dont évidemment l'AFG, France Invest pour ce qui est du non-coté, hein, de l'investissement capital, et puis l'ASPIM, donc qui est l'association de ceux qui gèrent des fonds en immobilier. Voilà. Et sachez aussi qu'il y a au sein de l'AMF une commission, la commission climat et finances durables, dont votre serviteur fait partie et qui a été largement consultée pour aboutir à ce qu'on va vous présenter tout de suite sur cette doctrine. Alors, j'aime bien qu'on ait quelques éléments de langage en commun pour pas qu'il y ait de mécompréhension. L'extra-financier, quand je vais parler d'extra-financier, ça va être évidemment l'ESG pour simplifier, un ou plusieurs indicateurs environnementaux, sociaux et gouvernance. On retrouvera cet acronyme. On va souvent parler de documents, le DC, le prospectus et documentation commerciale. Je sais bien que la plupart d'entre vous êtes familiers avec cela, mais je suis obligé de rappeler ce qu'est un DC. C'est le document qu'on est obligé de renseigner auprès des souscripteurs. Le prospectus, c'est ce qui explique les faits importants qui peuvent impacter les décisions d'investissement durant la vie du fonds. Et puis, tout ce qui est promotionnel et que l'on englobe derrière la documentation commerciale. Autre élément de langage que je vais utiliser, il y a dans une doctrine à l'AMF des positions et des recommandations. Donc, pour la doctrine extra-financière de l'AMF,
on est sur 8 positions et 10 recommandations. Une position, c'est une interprétation d'une disposition législative, réglementaire. Donc, une disposition, c'est obligatoire, il faut y répondre. C'est donc différent d'une recommandation qui a un caractère qui n'est pas impératif, mais qui est une invitation à un comportement ou à des initiatives pour améliorer la lisibilité de l'offre. Très bien, on rentre… ah oui, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire, il y aura quand même un troisième rapport qui va de l'AMF. Vous savez que depuis 5 ans, l'AMF sort un rapport, pas tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, sur l'état des lieux des approches extra-financières. Celui-ci est en cours, il sortira d'ici quelques mois et parlera de sujets assez techniques. Donc là, ce matin, on n'en parlera pas. On parlera pas des TRS, des Total Return Swap, l'utilisation ou pas des dérivés dans une démarche extra-financière. Ça ne sera pas abordé ce matin, ça sera abordé d'ici quelques mois dans le rapport de l'AMF. Les GES, et oui, la métrique des GES va devenir un enjeu, hein, puisqu'il y a trop là aussi d'acception, de scope, de méthode. Là, il y aura des recommandations aussi qui sortiront, concernant aussi des fonds, les fonds monétaires ISR et le private equity. Donc, pour ça, il faudra un peu patienter. Allez, on y va. On part sur cette doctrine. Donc, un seul objectif, je l'ai déjà dit, bien lire, que l'offre de vos fonds soit lisible, compréhensible. Et pour ça, il y a un principe clé, c'est celui de la proportionnalité. Il faut que les engagements et la communication soient proportionnés par rapport à ce qui est fait dans le fonds. Donc ça, c'est le fil rouge de toute la doctrine, le fait que si je suis très ISR, très extra-financier, eh bien, je vais prendre des engagements conséquents et je vais pouvoir communiquer de manière profonde. Voilà. Si l'extra-financier est moins saillant, eh bien, je ne pourrai pas communiquer de manière saillante. Voilà. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Là, ce schéma, cette diapo vous montre les 3 approches extra-financières qu'a retenues l'AMF, sachant qu'au mois de mars 2020, il n'y en avait que 2, c'était binaire. Ou bien vous aviez des fonds avec une démarche significative, alors, vous voyez, première démarche, et ou bien il n'y en avait pas. L'introduction du mois de juillet de cet été, c'est cela. C'est ce qu'on appelle la catégorie intermédiaire. Ça, c'est la nouveauté. Et qui est d'ailleurs née du fruit d'une discussion avec l'AEG. Donc, 3 approches sont retenues pour vos OPC. Ou bien vous êtes considéré comme ayant un engagement significatif, ou un engagement non significatif, mais qui existe quand même. Donc, on appellera ça intermédiaire, et les autres approches. Donc, vous voyez, à chacune de ces approches correspond des objectifs mesurables et un niveau de communication permis. Donc, les objectifs, c'est obligatoire pour les 2 premières catégories de fonds, engagement significatif ou non significatif. Et en termes de communication, vous pouvez communiquer dans le DC, DOCO, dans documentation commerciale ou dans le prospectus, mais pas, par exemple, vous voyez, pour ceux qui sont dans la catégorie intermédiaire, vous ne pouvez pas communiquer au niveau de la dénomination du fonds. Voilà, en résumé, les 3 approches extra-financières et les 2 tenants, les 2 traductions en termes d'objectifs et de communication. Je vais développer ça. Alors, sachez, là, je vous ai mis une astérix pour l'ASPI, mais pour ceux qui sont dans l'immobilier, cette catégorie intermédiaire n'existe pas.
L'ASPIM n'a pas voulu, ils ont voulu pour des raisons de lisibilité justement de l'offre, ils n'ont pas voulu catégorie intermédiaire, c'est vous êtes ou bien significativement engagé ou pas. Cette doctrine va évoluer. Ce que je vous présente ce matin, ça va évoluer. Vous remarquerez qu'il y a un pendant qui n'est pas abordé dans la doctrine, à savoir celui du reporting extra-financier exigé ex post. La raison est simple, c'est qu'il y a une réglementation qui est en cours, hein, la réglementation disclosure, qui devrait sortir de la Commission européenne d'ici fin décembre de cette année. Et ce règlement disclosure, justement, est très centré, non pas sur l'ex-ante, mais sur la transparence des fonds en matière d'information. D'information sur le E, le S et le G, vous devriez reporter sur les indices que vous utiliseriez aussi. Donc, la doctrine va évoluer et tiendra compte une fois que seront publiées les exigences de reporting ex post par le règlement disclosure. Voilà, j'en reviens maintenant au standard minimum, donc en matière d'objectifs, et après j'aborderai l'analyse extra-financière et les supports de communication. En standards minimaux pour des objectifs, vous l'avez résumé sur cette diapositive qui définit, selon l'AMF, ce qui est un engagement significatif. Vous voyez, un engagement significatif, ça veut dire que vous avez votre fonds noté, d'un point de vue ESG évidemment, noté, et dont la note est supérieure à celle de l'univers une fois qu'on a retraité les 20% des moins bien notés. Première possibilité, ça c'est considéré comme une démarche avec un engagement significatif. Ou vous pouvez simplement démontrer que vous avez exclu 20% de l'univers de départ. Et ça, c'est considéré comme un taux de sélectivité significatif. Donc, vous rentrez dans la catégorie des démarches significatives et donc vous serez en mesure, vous voyez, vous serez en mesure, j'y viendrai plus tard, d'avoir une communication forte là-dessus. Enfin, ça c'est important, bonne nouvelle pour ceux qui ont des fonds plus peut-être thématiques, vous pouvez avoir une démarche et être considéré en démarche significative si vous travaillez sur l'amélioration d'un ou plusieurs indicateurs à la condition qu'évidemment ces indicateurs ou cet indicateur soit supérieur de 20% par rapport à l'univers. Je vous ai mis quelques exemples, ça peut être en termes d'émissions de GES, de volume de déchets, de part de femmes au COMEX ou de taux d'emploi des handicapés ou fréquence des accidents. Voilà. Donc, je résume. Objectif mesurable, il faut que vous annonciez un taux de discrimination, si je puis dire, de sélectivité assez fort ou des notes supérieures à ce qu'est l'univers une fois retraité les moins bonnes notes. Ça, c'est considéré comme significatif. Alors, il y a d'autres approches possibles. Alors, pour ça, ce sera au cas par cas. Hein, si vous êtes sur des fonds de fonds et que vous montrez que vous êtes surtout investi à 90% sur des fonds labellisés, c'est considéré comme significatif. C'est un exemple. Si vous avez un fonds investi en green bonds et vous montrez que 75% des actifs répondent au Green Bond Principles de l'ICMA, c'est bon, c'est considéré comme significatif. Ou un fonds immobilier avec une approche best in progress sur la réduction des consommations d'énergie. Voilà. Là, il n'y a pas de règle générale, il y aura du cas par cas et c'est à vous de démontrer en quoi c'est significatif. Je vous ai mis pour parler très clairement ce qui n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable pour être considéré comme objectif suffisant. On ne peut pas dire simplement j'exclus des activités
Voilà, le charbon, j'exclus certains émetteurs parce qu'ils ne respectent pas voilà, le Global Compact ou parce qu'ils sont impliqués dans des incontroversés. Si vous voulez, ce type d'exclusion n'est pas considéré comme suffisamment engageante. Voilà. Ou alors des fonds qui intègrent des critères ESG, mais pour lesquels ce n'est pas discriminant. C'est-à-dire, c'est là, le gérant peut les regarder, mais n'a pas l'obligation d'en tenir compte. Ce n'est pas considéré comme étant significatif. Et si vous avez un fonds avec une note ESG très légèrement supérieure à celle de l'indice ou de l'univers, pareil, je crois que le bon sens, on comprendra, ça ne suffira pas pour être considéré comme étant un objectif élevé. Voilà. Je reviens, donc si vous n'êtes pas dans la catégorie engagement significatif, mais juste en dessous, là, votre objectif peut être tout simplement, voilà, d'avoir une note ou un indicateur ESG, un indicateur extra-financier, juste supérieur à l'univers. Et là, vous serez donc considéré comme la catégorie intermédiaire et pouvant communiquer de manière réduite. Et je viendrai plus tard, j'expliquerai dans quelques instants, c'est quoi une communication réduite. Voilà concernant les objectifs mesurables pour une démarche significative en matière extra-financière selon l'AMF pour vos OPC. Deuxième exigence, le taux d'analyse extra-financière. Qu'est-ce que l'AMF exige? Eh bien, on retrouve des seuils, pour être très, très simple, on reconnaît facilement des seuils associés au label ISR. Donc, si j'ai une démarche significative que je veux communiquer de manière centrale, il faut que je prouve que 90% de mon actif est analysé, évalué d'un point de vue extra-financier. Voilà. Alors, ça exclut le cash et des actifs solidaires ou des obligues ou des govies. Voilà. Mais 90%, donc, en AUM, en encours ou en nombre d'émetteurs, il faut que vous ayez ce taux de 90%. En réduite, si vous êtes en dessous, le niveau d'exigence est un petit peu moins. C'est à 90% sur les large caps des pays développés ou de titres de créances investment grade ou de govies pays développés. Donc là-dessus, 90, il tient. Par contre, un peu moins, dès qu'il s'agit de large cap pays émergents, il faut qu'il y ait une couverture de 75% ou des actions SMID, Small and Mid Cap, ou de titres high yield. Voilà, là, le taux est, parce que on le sait, et je sais de quoi on parle chez Equifinance, l'évaluation extra-financière sur ces catégories est moins évidente, il y a moins de providers. Et vous avez là la définition de ce qu'est une small cap, donc c'est considéré à moins de 5 milliards d'euros, et large cap, plus de 10 milliards d'euros. Voilà les taux d'analyse extra-financière exigés selon la catégorie de fonds. J'arrive au dernier pilier, il est 11h53, donc il faut que j'accélère un peu, mais c'est important, c'est le dernier, c'est qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux écrire, dans quel document. C'est résumé avec cette image selon les trois. Donc, vous retrouvez là-haut les trois approches extra-financières, hein, donc engagement significatif. Et là, eh bien, si je fais partie de cette catégorie-là, je peux et je dois communiquer, enfin, il n'y a pas d'obligation, mais je peux communiquer dans le nom du fonds, dans le DC, dans la documentation commerciale et prospectus. Là, vous voyez sur la catégorie intermédiaire, vous n'avez pas le droit de mettre le mot ISR, éthique, durable, sustainable, voilà. Donc là, il faudra faire attention à revoir la dénomination de vos fonds. Vous pourrez en parler dans les docs, dans les autres documents, mais notamment pour le prospectus, il faudra que ce soit proportionné, hein, et voire concis, et je vais y arriver. Bon, quant aux autres approches, vous voyez, il y a pas mal d'interdictions. Vous pouvez juste en parler voilà, discrètement, de manière concise, dans le prospectus.
Alors, il y a des recommandations. Je vous ai mis une recommandation, enfin des recommandations fortes de l'AMF sur qu'est-ce qu'on devrait dire dans le DC ou dans le prospectus. Vous voyez, c'est important que vous puissiez expliquer quel objectif de gestion extra-financière vous avez. Réduire les GES de 20% ou amélioration de la note d'au moins 20% par rapport à son univers. Quelle est l'approche que vous utilisez? Best in class, best in universe, best effort, voilà. Quel est le processus de sélection des titres? Quel est le séquencement? Est-ce que je mets d'abord l'extra-financier et après ma sélection FI ou inversement? Donc, expliquez ça dans le DC. Donnez quelques exemples de critères ESG. Je l'ai mis en violet parce qu'on l'oublie, ça. Il est fortement recommandé que vous expliquiez les limites aussi de l'approche que vous avez. Je pense à des fonds infra, les limites d'une approche infra sur une méthode best in class, ça va, voilà. Ce que je veux dire par là, il va falloir quand même expliquer certaines choses que ne peut pas aussi couvrir l'approche extra-financière. Enfin, sur le prospectus, on devrait reprendre tout cela, et il est recommandé aussi de parler de l'univers de départ et des taux d'analyse extra-financière. Voilà, en termes de recommandation, ce n'est pas une disposition, c'est une recommandation, pas impératif. Alors, je vous ai mis des exemples, et puis le slideshow, j'ai omis de vous le dire. Donc, le slideshow, le deck, vous l'aurez à la demande de chacun. Je vous l'enverrai. Donc, ne vous sentez pas obligé de prendre des notes, évidemment. Ça va vite. Il y a pas mal de contenu. Hein. Je suis conscient que c'est assez dense. Mais voilà, je préfère pas mal vous donner, quitte à ce que vous nous reveniez avec des questions. Voilà, on ne peut pas communiquer de façon, on peut communiquer de façon centrale. Je vous ai donné, voilà, s'engager à réduire significativement l'empreinte carbone du portefeuille par rapport à leur indice de référence, 20%. Un fonds immobilier ou avec des objectifs chiffrés d'amélioration ou de réduction de consommation énergétique. Voilà, vous pourrez reconsulter ça plus tard. En matière réduite, voilà. Ça veut dire quoi de communiquer? Si vous êtes dans la catégorie intermédiaire, ça veut dire quoi communiquer de façon réduite? Il faut le faire de manière concise et équilibrée. L'avantage de la doctrine des travaux de l'AMF, c'est que c'est bien illustré. Hein. Vous avez un exemple de phrase, catégorie intermédiaire, et vous dites les critères ESG contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. Voilà, ça c'est concis et équilibré, reflétant la réalité. L'équipe de gestion tient compte de critères ESG dans les décisions, mais de façon non prépondérante. Voilà. Ça, c'est considéré une communication concise et équilibrée dans un DC pour un fonds de catégorie intermédiaire. Et puis, dans les documents commerciaux, il faudra là aussi, la notion de proportion et de concision, il faut que les informations extra-financières soient plutôt en second plan. Il faut que sur le plan visuel, elles ne prennent pas trop de place et que ce soit limité, voilà, tout ce qui est ESG à moins de 10% du volume. Voilà. J'espère que tout ça vous semble clair. Je finis avec bien dans les temps, donc voilà, c'est un satisfait dans le respect du chronomètre. Quelques recommandations. Alors, il y en a 10, hein, j'ai retenu que celle-ci. Au niveau de la SGP, si vous êtes engagé avec des fonds ISR, label ISR ou ayant une démarche engagée, évidemment que l'AMF pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une politique en matière de ESG au niveau de la société de gestion, un code. Et vous avez un modèle pour ça, celui du code de transparence de l'ASG. Il est recommandé aussi d'avoir une politique d'engagement actionnarial et en rendant compte des résolutions que vous avez proposées, des questions écrites ou orales et aussi des objectifs extra-financiers que vous auriez donnés à certains émetteurs. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques. Reco 9, elle est intéressante parce que
ça va dans le sens de l'histoire. Vous le savez, nous tous, tous nos clients institutionnels, le retail, sont de plus en plus sensibles quand même aux controverses. Et je pense que demain, une bonne pratique sera de dire comment je gère ces controverses. C'est-à-dire d'avoir une politique de dire je considère une controverse grave, tel et tel événement, voilà, ou moins grave, telle situation. Et donc se positionner et dire, eh bien, dans le cas où c'est grave, je m'engage, j'invente, hein, je m'engage à sortir du titre à X mois, ou voilà. Bon, se doter d'une politique de prévention et de vérification des controverses, ça sera, je pense, demain une très bonne pratique qui sera de plus en plus courante. Voilà, j'en ai fini pour, je vous l'ai dit, donc ce document est à votre disposition. Il est midi et je suis à votre écoute. Enrica, est-ce que on a déjà des questions, puisque moi je ne les vois pas, et je serais heureux de boire une gorgée d'eau en écoutant tes questions. Alors, super, merci beaucoup Emmanuel. Oui, on a déjà des questions. Alors, la première question qu'on a reçue, c'est la question de Madame Bouens qui nous demande, pourriez-vous préciser ce qu'est un univers dans ce contexte? Alors, un univers, il n'existe pas de définition universelle d'un univers, sans faire de jeu de mots. Ce que je veux dire par là, c'est un univers peut dire je permets à mes gérants de travailler sur l'Eurostock 600. Ben, l'Eurostock 600 va être l'univers de départ, ou le MSCI World, ou l'ensemble des entreprises non cotées du secteur agroalimentaire. Donc, c'est à vous de définir, chacun, en tant que gérant ou maison de gestion, va dire, voilà le terrain de jeu à partir duquel mes gérants peuvent travailler. C'est ça. Je peux pas dire je peux pas être plus précis. Alors, deuxième question. Alors, une autre question. Un fonds action qui investit dans l'univers d'un indice ESG, exemple Stock 600, est-il considéré comme ayant un engagement significatif? Mais c'est ça. Alors, Renaud, ce que je veux vous dire, c'est vous pouvez avoir un fonds action qui investit dans l'univers d'un indice ESG, mais ça va pas être suffisant si vous ne répondez pas au cahier des charges que je viens de définir en matière d'objectifs mesurables. C'est-à-dire, il faut montrer donc que l'indice ESG a un taux de voilà, il y a des objectifs en matière de sélectivité ESG, qu'il y a une analyse extra-financière voilà, forte. On peut s'attendre qu'un indice ESG l'ait, mais il faut le prouver. Voilà. Et puis en communication, ben, il va falloir ajuster selon si vous êtes significatif ou pas. Donc pour cela, regardez comment est construit l'indice. Voilà. On ne peut pas juste se dire j'investis dans le FTSE4Good et donc je suis significatif. Non, ça ne suffit pas. C'était le propos de ce matin de l'AMF. Ok, je passe à une question qui est plus récente, mais c'est un rebondissement sur l'univers, et plus particulièrement sur l'univers obligataire. Si un fonds a comme indice $. Ben si, enfin, Yacine, quel que soit l'univers, s'il est en dollars, en yens ou ça c'est pas l'important. Enfin je sais pas si la question tourne vers la zone géographique. Peu importe la zone géographique, ou peu importe la référence ou la devise. Ce qui compte dans l'AMF, ça va être le processus. C'est-à-dire que je puisse communiquer de manière forte que si j'ai un processus ESG fort en matière d'objectifs à atteindre, en matière de moyens mis en œuvre d'analyse extra-financière, et donc en retour une communication sur tous les documents. Voilà, Indice obligataire. Alors, indice obligataire comportant plus de 5000 titres, doit-on analyser l'ensemble de l'indice? Ben, il faut montrer déjà, quel que soit l'univers de départ, qu'on soit Eurostoxx 600 ou 5000 titres de départ, si vraiment l'univers il est de 5000 titres,
il faut montrer que la sélectivité, vous ayez déjà, pour être significatif, il faut montrer déjà que vous excluez 20%. Et à partir du 20%, donc 20% de 5000, j'en enlève 1000, il m'en reste 4000. Les 4000, il va falloir que 90% soient couverts en analyse ESG. Oui. Une autre question, y a-t-il des sanctions si un acteur communique sur sa démarche ISR alors qu'il fait partie des autres approches? Alors, la sanction, elle sera pas immédiate parce qu'il ne sera pas repéré tout de suite, mais dès qu'il sera, je peux pas parler au nom de notre autorité, enfin de l'AMF, mais oui, la sanction sera la non-possibilité, enfin l'interdiction à ce que le fonds puisse faire de la promotion de ce qu'il est. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura des sanctions au-delà, pécuniaires, je ne sais pas. Mais oui, c'est l'objet de la doctrine, c'est d'empêcher ceux qui sont dans d'autres approches à communiquer. Donc il y aura, j'imagine, des audits et des chasses aux faux semblants. Fonds de dette privés et non cotés, quelle est la pratique de place en matière ESG? Alors, très bonne question, Adrien. Il se trouve que sur le PE et sur la dette, on est sur des actifs où on n'a pas encore tranché. Enfin, quand je dis on, je m'associe à l'AMF, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore allé suffisamment loin, avec notamment France Invest, sur ce qu'on peut, ce que serait une démarche significativement engageante. Voyez. Donc ça, c'est en devenir. Il va y avoir des affinements qui vont arriver début, je pense, enfin 2021, sur ces classes d'actifs, puisqu'il ça n'a pas été assez convaincant les échanges entre les institutions pour arrêter une règle à ce jour. Donc, quelles sources de notation peuvent être retenues? Alors là, c'est la réponse, et merci Eric. L'analyse, elle peut être tout à fait en interne comme en externe. Ça, il n'y a pas l'AMF ne prescrit pas que 90% des évaluations, si je prends le seuil de l'actif qui doit être analysé de manière pour un fonds de manière significative. Non, là, c'est vous. Si vous démontrez que vous avez votre méthode et que vous analysez, voilà, c'est ça qui compte. C'est dire j'ai en interne des personnes ou des méthodes ou voilà, ou bien à contrario, je fais un mix d'analyse interne et d'appels, d'accès à des fournisseurs externes. Alors, je regroupe certaines questions qui portent toutes sur le label ISR. Alors, il y a une question de la part d'Astrid. Y a-t-il des éléments de cette doctrine contradictoires ou différents du label ISR? Il y a une autre question de la part de Madame Guénard-Malocène, le label ISR. Une autre question qui demande, est-ce qu'un fonds labellisé ISR est-il forcément dans la catégorie 1, donc l'approche significative engageante, on va dire, et idem pour un fonds labellisé Greenfin. Ok, alors tout à fait, j'ose m'avancer, un fonds labellisé ISR est automatiquement, enfin, ouais, il est dans la première catégorie 1 assurément. Et il n'y a pas j'ai cru comprendre qu'il y avait des doutes sur, y a-t-il des contradictions entre le cahier des charges du label ISR et puis la démarche, l'approche extra-financière dite significative? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contradiction. En fait, l'AMF encourage la labellisation des fonds au maximum. Donc, fonds labellisés ISR ou Greenfin devraient tomber dans la catégorie 1, sans problème. Alors, sur le label ISR, dans le cas de l'approche d'une amélioration d'un indicateur extra-financier, est-ce que le taux minimum de couverture de l'indicateur 90% correspond aux exigences du nouveau référentiel du label ISR? Le taux minimum de couverture, je pense que là, Isabelle veut parler. Oui, il faut qu'il y ait un taux de couverture. Je suis pas certain, Isabelle, d'avoir
100% compris du coup, ou à 90% j'ai compris. Mais oui, il faut analyser un minima. Un fonds qui veut s'améliorer sur un indicateur, est-ce qu'il faut un minima, ils sont analysés? Oui, à 90%, oui. Comment cette doctrine s'applique-t-elle dans le cadre de fonds en multi-gestion? Là, les fonds en multigestion, il va falloir prouver pour être du côté engageant que vous investissez dans des fonds qui sont reconnus comme engageants. Donc, si je suis un fonds de fonds qui se veut ISR, voilà, fonds de fonds ISR, donc dans la dénomination ISR, ça veut dire engageant, donc je dois investir dans des fonds qui sont labellisés ISR, idéalement, voilà, ou à 75%, au moins. Ok. Une question sur oui. Une question sur l'engagement actionnarial. Alors, le rapport d'engagement actionnarial servira-t-il de support unique au reporting OEG ou un autre rapport spécifique sera demandé par la suite par l'AMF? Bonne question, Véronique, que je salue aussi. Bonjour Véronique. Écoute, pour le moment, le rapport d'engagement actionnarial, ça passe. Il faudra attendre le règlement disclosure, parce que le règlement disclosure, de toute façon, va imposer un nouveau reporting ex post. Donc, il y aura, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire jusqu'à décembre 2020, ça suffira, mais après, il y aura bien le rapport d'engagement actionnarial et puis il y aura un reporting ex post exigé par la Commission européenne, de toute façon. Quelle est la robustesse des analyses internes qui peuvent être très variées? Ben oui, je suis d'accord. Oui, ben oui. Johanna, là aussi, mais là, il n'y a pas, la MEF vient pas dire, il y a des robustes et puis il y a de l'analyse un peu légère. Voilà, ils demanderont voilà, quelles sont les personnes, quels sont les processus pour évaluer un titre et dire qu'il est, voilà, et c'est ce qui constitue une note ESG de chaque ligne et de chaque fonds. Mais là, il n'y a pas prescription, il n'y a pas de description précise là-dessus. Est-ce que le taux de couverture de 75% permis par les SMIC, par exemple, peut aussi s'appliquer au label ISR nouveau format? À mon avis, non. Hein. Non. Enfin, pour le moment, le label ISR est en revue. Hein. Vous savez qu'il va être, enfin, il y a une nouvelle version qui va être travaillée. Bruno Le Maire on a voulu qu'il y ait une nouvelle gouvernance et je pense un nouveau cahier des charges. Mais ne retenez pas, le 75%, c'est l'AMF, hein, ce n'est pas du tout le taux sur les SMID pour le label ISR. Pour ce qui est de la multigestion, l'analyse doit-elle juste se focaliser sur le fonds ou l'analyse de l'ASDG est nécessaire? Non, c'est sur le fond. C'est sur le fond. Je dirais que c'est d'abord sur les fonds et pas sur la société de gestion. Label ISR pour dette corpo, est-ce possible? Pas encore, mais on l'aimerait tous, je crois. Pour la dette, je pousse, enfin j'aimerais que ça serait bien aussi qu'il y ait un label ISR sur du non-coté ou de la dette. Je suis d'accord avec vous, Michel. Allez, je prends une dernière question pour respecter les horaires. Peut-on considérer qu'une position short sur des valeurs négatives ESG et bonnes positives, les critères ESG d'un fonds? Est-ce qu'on peut shorter? Et il précise, quand je dis négative ESG, je pense à une valeur qui a une très mauvaise note ESG. Quelqu'un qui a une très mauvaise note et que je short, est-ce que c'est considéré comme une démarche significative? Tout dépend du process qu'il y a avant. Vous pouvez évidemment finir par shorter les plus mauvaises notes, certes. Il faudrait juste montrer que vous en éliminez beaucoup d'un point de vue, enfin vous en vendez, vous êtes en position de vente voilà, avec une discrimination forte sur ces valeurs-là. Mais je suis pas, Marc-Antoine, je suis pas forcément 100%
sur ce que je dis là sur ces positions de shorting, hein, de short. Voilà. Écoutez, on est à votre disposition, Enrica et moi, si vous aviez besoin d'autres informations. En tout cas, merci pour d'avoir été si nombreux parce que je vois que vous étiez plus de 50 ce matin. Donc, merci pour votre présence, pour votre écoute, et puis au plaisir de vous revoir, parce qu'il y en a marre de plus se voir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne Bonne journée à semaine. tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Rika. Bye.